télé, radio et digital. Good Morning Business. On connaît désormais le détail de l'opération pour renationaliser EDF. Bercy a annoncé ce matin que l'État allait débourser 12 € par action pour reprendre le contrôle de l'électricien. 9,7 milliards d'euros au total pour l'État français. L'opération sera lancée assez rapidement. L'offre devrait être déposée auprès de l'AMF en septembre 2022, c'est-à-dire dans quelques semaines. On va décrypter toutes ces annonces avec Nicolas Goldberg, Senior Manager Énergie chez Columbus Consulting. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord un mot sur le prix. 12 € par action. Évidemment, c'est très en dessous du cours d'introduction qui était au-dessus de 30 €. Néanmoins, est-ce que c'est bien payé ? Alors pour refaire le contexte, effectivement, l'action EDF, elle a été introduite à 25 € l'action. Donc là, l'État rachète à 12, on peut se dire, bon, bah, on y a perdu. Mais le contexte a complètement changé. Il faut voir qu'avant les années 2010, les stars des capitalisations boursières, c'était les grands énergéticiens. C'était pas les GAFAM. Maintenant, c'est complètement les GAFAM et tous les énergéticiens, pas spécialement EDF, hein, mais en Europe et aux États-Unis également, c'est plus les stars de la bourse. Donc effectivement, on a un cours qui a chuté. Récemment, l'action EDF était autour de 7 €. Avec l'annonce de la nationalisation, c'est monté à 10, puis le cours a été suspendu. Là, l'État a dit, bon, on lance une OPA publique à 12. Bah, effectivement, c'est pas trop mal payé. Par contre, effectivement, si vous aviez acheté votre action au début et que vous la revendez maintenant, bah, vous avez enregistré des pertes. Ça, c'est le jeu de la bourse et d'un contexte qui a complètement changé pour EDF depuis les années 2010. 12 €, donc plutôt bien payé par rapport au cours de bourse. Néanmoins, est-ce que vous comprenez la colère des actionnaires salariés qui, eux, envisagent de déposer plainte contre l'État français ? J'ai envie de dire que c'est aussi le jeu de la bourse. C'est que des fois, on achète des actions, puis on subit certaines décisions réglementaires. Voilà, ceux qui avaient acheté des actions de tabac n'étaient pas très contents de la loi E20. Bah oui, mais c'était de la santé publique. Là, effectivement, EDF a été piloté dans le sens de l'intérêt public, pas toujours dans le sens dans l'intérêt d'EDF. Il y a eu certaines discussions qui ont été discutables. Donc voilà, ce qu'il dit, c'est attention, l'État a agi comme s'il était seul à bord, ce qui est le cas. Hein. Enfin, quand vous avez plus de 80% des actions, vous faites un peu ce que vous voulez, et agit plus dans l'intérêt général que dans l'intérêt de l'entreprise. Donc nous, on s'estime un petit peu spoilé. Je comprends ce message, on pourra en discuter. Je suis le premier à dire qu'on n'a toujours pas choisi si EDF était une société anonyme avec des règles de marché claires ou un service public, donc je comprends ça. Non, effectivement, c'est le jeu de la bourse. Hein. Quand vous achetez des actions, ça peut monter, ça peut descendre, c'est un pari. Ça n'a rien de garanti. Est-ce qu'on est sûr que l'opération sera validée par Bruxelles ? L'opération de nationalisation, il me semble qu'on a eu des commissaires européens qui ont dit il n'y a pas de problème pour nationaliser. Ce qui pose question, c'est ce qui suivra après. C'est-à-dire qu'on nationalise, mais pourquoi faire ? Est-ce qu'on veut réguler le nucléaire existant ? Est-ce qu'on veut mettre en place une aide d'État massive pour EDF pour construire les nouveaux réacteurs nucléaires ? Est-ce qu'on recapitalise, sachant que les financiers de seront question qu'on se pose, la nationalisation ne répond pas à ces questions. Donc en fait, Bruxelles dit oui, vous nationalisez si vous voulez, vous pouvez reprendre 16% d'actions. Mais après, vous allez faire quoi ? Il faudra qu'on regarde si c'est compatible avec des règles de bon fonctionnement du marché. Pourquoi est-ce que cette opération elle était indispensable pour pouvoir avancer sur le nucléaire ? Il y a plusieurs choses. Donc comme je l'ai dit, il y a ces 3 points. Il y a les résultats financiers, il y a le nucléaire existant et il y a le nucléaire du futur. Sur les résultats financiers d'EDF cette année, ils vont être catastrophiques. Ils vont être catastrophiques pour 2 raisons. La première, c'est que le parc nucléaire produit extrêmement peu. On a perdu un quart de production nucléaire depuis 2015, sans compter Fessenheim. Et ensuite, l'État a quand même pris la décision d'augmenter la part de nucléaire régulé. C'est-à-dire que le nucléaire, il y en a une part qui est vendue à prix régulé, à 42 €. Il y en a une part qui est vendue sur les marchés. Et donc vendre sur les marchés en ce moment, c'est très intéressant. Par contre, en fin d'année dernière, l'État a dit, non, en fait, vous allez vendre plus de nucléaire régulé pour limiter les factures des particuliers, mais également des consommateurs industriels qui auront du coup plus de nucléaire régulé, donc qui auront des prix plus avantageux. Donc ces 2 raisons-là font que les résultats financiers d'EDF vont être catastrophiques cette année. Donc il va falloir peut-être une aide d'État, une recapitalisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a le nucléaire régulé. Ce fameux nucléaire régulé que l'État a augmenté l'année dernière, qu'est-ce qu'on en fait à terme ? Sachant que c'est une réglementation qui s'arrête fin 2025. Donc aujourd'hui, parce que quand vous êtes un grand industriel, vous achetez pas votre électricité à la petite semaine, vous l'achetez sur 3-4 ans. Donc là, pour 2026, vous ne savez pas de quoi la régulation est faite. On n'est pas expert en place des contrats long terme qui nécessitent une régulation et autres, mais bon, ça, il faut le décider. Et la troisième raison, c'est qu'il va falloir mettre en place une aide d'État
pour construire des nouveaux EPR. Ça, le rapport de RTE disait, si on veut se relancer dans le nucléaire, c'est plus intéressant de le faire avec des aides d'État. Et donc pour ça, c'est plus intéressant d'avoir un EDF 100% public, mais il faudra bien décider de comment on fait valider cette aide par la Commission, parce que du coup c'est une aide d'État à une entreprise dont certaines activités sont en concurrence. C'est vraiment les 3 points qui se posent pour EDF pour l'avenir. C'est ce qui a précipité la nationalisation, sachant que toutes ces décisions, comme je l'ai dit, il faut les prendre vite parce que les résultats financiers, c'est cette année. La fin du nucléaire régulé, c'est fin 2025. Et le nouveau nucléaire, il faut le lancer dès à présent si on veut espérer avoir un EPR qui produit de l'électricité en 2035. Quelles vont être les conséquences de cette décision sur les concurrents d'EDF ? Vous pensez que ça peut précipiter la disparition de certains opérateurs concurrents? Alors, on a déjà des concurrents d'EDF qui ont disparu ces deux dernières années en raison de la hausse des prix de marché. Parce qu'il y a des concurrents d'EDF qui produisent un petit peu d'électricité, mais qui sont quand même obligés d'acheter sur le marché, soit pour compléter parce qu'ils ne produisent pas assez d'électricité pour leurs clients, soit pour équilibrer leur portefeuille. Typiquement, un petit acteur comme Enercop, qui a des parcs solaires et éoliens, dit moi je produis autant d'électricité que ce que j'en vends à mes clients. Oui, mais est-ce que c'est vrai à tout instant? La réponse est non. Et donc du coup, ils doivent acheter sur les marchés, ça leur coûte très très cher en ce moment, pour fournir à leurs clients. Et donc ça, comme ça coûte très très cher, il y en a certains qui disparaissent. Ça a été le cas d'Hydroption, c'est le cas de Planète Oui, ça a été le cas d'autres acteurs. Donc là, nationalisation, je pense que les concurrents d'EDF sont dans l'attente, en train de dire, du coup, est-ce que on va continuer d'avoir un EDF qui nous fait concurrence sur la commercialisation, c'est-à-dire sur la vente aux clients? Quelles aides d'État vous allez mettre en place pour la production? Parce que nous, ça nous intéresse. Un acteur comme Total dit, moi, je suis intéressé par les concessions hydrauliques que normalement on doit remettre en concurrence, mais la France est pas trop d'accord. La Commission presse un peu, mais c'est un moyen de mettre pression sur la France. Vous avez d'autres acteurs comme Engie ou Alpic ou d'autres qui disent nous aussi on voudrait produire. Donc si vous mettez en place des aides d'État pour EDF pour un certain moyen de production, nous on aimerait bien en profiter. Donc il y a des intérêts aussi qui vont jouer là. C'est pour ça que quand je dis qu'il y a beaucoup d'acteurs et de parties prenantes autour de la table, effectivement ce qu'on appelle les alternatifs en font partie. Les très gros comme Engie et Total qui sont largement dominants, comme les plus petits, Alpic pour les professionnels, Équateur pour les particuliers, Enercop et autres. Les syndicats redoutent déjà le coup d'après. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura forcément, inévitablement, un démantèlement d'EDF en fonction de ses activités nucléaire, production, distribution? Alors c'est pas inévitable. Toutefois, chat échaudé craint l'eau froide. C'est-à-dire que les syndicats sont quand même assez échaudés de ce qu'on avait appelé le projet Hercule. Je vais le détailler rapidement. Où on avait mis d'un côté le nucléaire et RTE. Et d'un autre côté toutes les autres activités, en disant qu'on avait comme ça séparé ce qui était régulé de ce qui était des activités de marché. C'était pas exactement vrai parce qu'il y avait le réseau de distribution côté activité de marché et les syndicats avaient crié contre ça en disant vous n'avez pas séparé le régulé du non régulé, vous avez juste démantelé. Il y a eu après la demande de la Commission de faire un EDF bleu azur avec l'hydraulique où EDF est largement majoritaire, où la France ne veut pas remettre en cause les concessions aux concurrents. Donc chat échaudé craint l'eau froide. Je pense que le démantèlement n'est pas indispensable. Toutefois, il y a une question sur la gouvernance, l'organisation, comment est-ce qu'on sépare les activités effectivement régulées des activités non régulées pour permettre à un marché de fonctionner, notamment à l'aval, donc sur la commercialisation, sur les renouvelables, parce qu'il y a aussi beaucoup de concurrence sur les renouvelables, et tout de même de pouvoir investir sur le parc nucléaire avec des aides d'État, avec un acteur qui n'est pas mis en concurrence, il n'y a personne qui peut faire concurrence à EDF sur son nucléaire, à part les acteurs étrangers. Je ne suis pas sûr que construire un réacteur chinois ou un réacteur russe soit une très bonne idée sur le plan politique en ce moment. Donc effectivement, les syndicats ont raison de dire qu'ils seront très regardants sur l'acte 2, celui qu'on attend pour savoir ce qui va se passer sur tout ça. Après, ce n'est pas inévitable d'avoir un démantèlement. Est-ce qu'il y a d'autres projets similaires en Europe ? Des acteurs historiques qui pourraient être renationalisés? En fait, il y a déjà des acteurs historiques qui ont été séparés. C'est le cas en Allemagne, où vous avez E.ON et ENBW qui ont été séparés, où on a construit une bad corp et une good corp. Donc une bad corp avec les activités historiques qui étaient amenées à décroître, et une good corp avec le renouvelable, le réseau qui était amené à croître. Bon, ça s'est réorganisé plusieurs fois. On voit que les Européens se cherchent un petit peu sur ce modèle. C'est déjà arrivé qu'il y en ait des démantèlements, mais enfin là, c'est un petit peu différent parce que si on met le nucléaire d'un côté, c'est pas pour faire une bad corp, c'est bien pour le réguler et pour réinvestir dedans. Donc il y a eu des projets de séparation, mais ils ne sont pas tous comparables. Une dernière question, il nous reste un peu plus d'une minute. Vous pensez que la crise énergétique actuelle va changer profondément la donne en matière de nucléaire? Est-ce que
il est envisageable aujourd'hui que certains pays comme l'Allemagne fassent marche arrière? Alors, changer profondément, non. Faire bouger quelques lignes, oui, et je pense que c'est déjà le cas. Typiquement, en Belgique, ils devaient fermer 7 réacteurs d'ici 2025. Ils disent qu'ils vont en fermer que 5. Bon, ils en ferment quand même 5, c'est pas terrible, mais on fait bouger un petit peu la ligne. Là, sur les 3 derniers réacteurs qui restent en Allemagne, il y a des discussions pour les prolonger. Il faut voir si ça ira jusqu'au bout, parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Et en tout cas, je pense qu'il y a une meilleure acceptabilité de l'opinion publique pour relancer des EPR. Ça ne fera pas tout. On aura besoin de l'efficacité, de la sobriété et des renouvelables. Mais on fait quand même bouger un petit peu la ligne dans le bon sens pour le nucléaire. Merci beaucoup Nicolas Goldberg d'être venu en plateau commenter à chaud ces annonces de l'État français. Je rappelle que vous êtes senior manager énergie chez Columbus Consulting. Les annonces, je vous les rappelle, on les connaît depuis moins d'une demi-heure maintenant. L'État va lancer une OPA pour reprendre le contrôle d'EDF, les 15,9% du capital qui n'étaient pas entre les mains de l'État français. 12 € par action, l'opération va coûter 9,7 milliards d'euros à l'État français et l'offre va être lancée rapidement puisque le dossier sera déposé auprès de l'AMF en principe à la rentrée début septembre 2022.